Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Décortiquer Ego qui a le plaisir de recevoir le professeur Ousmane Adama Dia, directeur de l'apprentissage au ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat. Eh bien, la question de l'emploi suscite un grand débat dans ce pays, intéresse beaucoup de foyers et sans doute aussi suscite de l'interrogation chez les jeunes. Nous allons décortiquer avec le professeur Dia cette question lancinante de l'emploi en milieu jeune, mais en même temps aussi quelles sont les prémices pour un décollage de l'emploi au Sénégal et surtout qu'il y a des jugements que nous allons vous faire voir, vous faire sentir pour également sentir que le Sénégal peut décoller grâce justement à ces jugements d'emploi. Professeur, bonjour. Bonjour. Comment se caractérise aujourd'hui la situation de l'apprentissage dans notre pays? Merci beaucoup, je vous remercie de m'avoir invité à cette grande émission, intelligente d'ailleurs, je t'appelle ça une émission très intelligente que je suis régulièrement avec beaucoup de plaisir et c'est un plaisir aussi de vous revoir et vous savez pourquoi. Donc merci beaucoup et merci aussi à cette jeune équipe de ITV Immédiat. Merci. Et je vous souhaite vraiment un grand succès et une grande réussite dans cette entreprise, disons dans cette aventure. C'est passionnante mais difficile. Mais Dieu va vous accorder la bénédiction et vous mettra vraiment sur les rampes de la réussite. Merci. C'est un plaisir. Alors, la question que vous posez est une question extrêmement importante, M. Ndiaye. Et c'est heureux que vous attaquiez la question de l'emploi ou de l'employabilité sous l'angle de l'apprentissage. C'est extrêmement important parce que l'apprentissage traditionnel est une école que nous avons hérité de nos sociétés. Ce n'est pas une école que nous avons hérité de la colonisation, comme c'est le cas de l'école formelle, l'école sénégalaise. C'est un dispositif de formation tiré de nos traditions et qui est bâti sur des rapports de solidarité entre les familles. C'est véritablement un dispositif d'entraide familiale. Et cette forme d'apprentissage traditionnel, d'ailleurs, qui est dominante par rapport à l'enseignement général, on va y revenir, et même par rapport à la formation technique dans sa version formelle. Oui. Et cette forme d'école, c'est une école traditionnelle, bâtie sur, disons comme je l'ai dit, sur des liens de solidarité, où un parent confie à un oncle ou un frère, voilà, un enfant, pour lui apprendre un métier. C'est comme ça que nous avons trouvé dans ce pays-là. Et c'est près de 400 000 jeunes qui sont dans les ateliers artisanaux disséminés dans le territoire national. Et c'est une caractéristique aussi, pas du Sénégal seulement, mais des pays africains du sud du Sahara. Au Mali, au Burkina, etc. Vous avez au Bénin, vous avez cette forme d'apprentissage traditionnel qui n'était pas reconnue par l'État. L'État ne reconnaissait qu'une forme d'apprentissage qu'on appelait l'enseignement général. Et la formation professionnelle, mais vraiment dans sa version structurée, formelle, etc. Mais c'est à partir de la loi d'orientation. Bien avant la loi d'orientation, d'ailleurs, il y avait les assises nationales. Vous connaissez les assises nationales qui sont tenues sur l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'était en 2001. Ça remonte un peu plus loin. Tout à fait. Et ces assises-là ont abouti au constat que nous ne pouvons pas continuer à investir toutes nos ressources sur l'enseignement général, même si l'enseignement général a donné des satisfactions en termes de produits, en termes de formation de jeunes, des cadres sénégalais compétents qui rayonnent dans le monde, dans tous les organismes aujourd'hui internationaux. Vous trouvez des jeunes sénégalais, vous trouvez des sénégalais très compétents qui sont sortis de notre école. Mais vous savez que l'école, maintenant, l'enseignement général, à mon avis, a des limites en termes de possibilités de donner un avenir aux jeunes. Et je parle en connaissance de cause parce que je suis à l'université. Bien sûr. Aujourd'hui, nos jeunes sont surinstruits. Ils sont même plus qu'instruits. Ils ont des masters, des DEA, des doctorats, partout, etc. Mais le risque ici, c'est que plus ils sont surinstruits, plus ils sont confrontés au risque de trouver un emploi. Alors, à partir donc des assises nationales, à partir de la loi d'orientation qui a été promulguée en 2015, portant sur la formation post-technique, on a abouti à un changement radical de paradigme. Et l'État a dit, écoutez, moi je ne peux pas laisser 400 000 jeunes dans les ateliers artisanaux qui sont en formation traditionnelle et ne m'occuper que 85 000 dans le formel. Il y a une sorte de justice sociale qui ne dit pas son nom.
Très bien. La base, en fait, c'est une justice sociale, c'est plus d'équité sociale. Puisque l'État a l'obligation de former et d'éduquer les jeunes Sénégalais, partout où ils se trouvent. Qu'ils soient dans le formel, qu'ils soient dans les daras, qu'ils soient dans le système traditionnel de formation et d'éducation. L'État a l'obligation, la prérogative régalienne de former les jeunes, parce que c'est un droit constitutionnel d'ailleurs, droit à l'éducation et à la formation. Alors maintenant, quand on en arrive avec justement cette description que vous avez faite, assez intéressante, on a fini par d'abord reconnaître que ce secteur, il existe, ensuite tenter de le réhabiliter et peut-être même de le valoriser. C'est ça justement en fait la logique dans laquelle nous nous trouvons, et c'est ça un peu la mission de la direction de l'apprentissage qui a été mise en place à partir de 2006. C'est ça. C'est un peu une direction relativement jeune par rapport aux autres directions. Alors, notre mission principale que l'État nous a confiée, c'est comment moderniser ce système d'apprentissage traditionnel. Comment le moderniser et le porter à norme avec des standards internationaux. Et l'État s'est dit, écoutez, maintenant cette forme d'apprentissage-là, je vais l'intégrer. Je travaille à l'intégrer dans le système global de la formation professionnelle technique. De sorte qu'aujourd'hui, si vous entendez parler de système de formation professionnelle technique, les gens pensent que c'est juste les lycées techniques et les centres de formation professionnelle. Maintenant, c'est élargi. Il y a maintenant les ateliers artisanaux qui forment des jeunes. Donc, c'est une forme d'apprentissage reconnue et intégrée dans le système global. Vous avez donc le formel avec ces centres de formation professionnelle, ces lycées techniques, et vous avez maintenant les dispositifs traditionnels de formation et d'apprentissage des jeunes que nous avons en charge de moderniser en faisant quoi? Première chose d'abord, c'est que nous allons introduire de l'ingénierie de formation dans ces ateliers artisanaux. Nous allons former ce que nous appelons le maître d'apprentissage. Le maître d'apprentissage. Le mode d'apprentissage qui a la charge de former, de développer les compétences métiers des jeunes qui leur ont été confiées. Mais vous savez que cette forme d'apprentissage était bâtie sur l'imitation. Le jeune, il est là dans l'atelier, il regarde le maître faire. Oui. Et il imite. Et il imite. Il imite. C'est bâti sur l'imitation, sur l'observation. Absolument. Mais il n'y avait pas une pédagogie assez structurée, modernisée, qui structure les relations entre l'apprenti et le maître d'apprentissage. Transmission d'un savoir d'un point B à un savoir, point A. voilà, bâti sur ce que nous appelons aujourd'hui l'approche par les compétences. Parce qu'on est passé d'une pédagogie PPO, pédagogie par les objectifs. Aujourd'hui, on est dans l'approche par les compétences, une entrée par les compétences. C'est ça qui est important. Donc, on forme le maître d'apprentissage, qui est un maître artisan, mais qui a été formé au plan pédagogique et technique. Donc, c'est un formateur, au même titre que celui qui officie dans les centres de formation. Oui. Alors, celui-là, on le met donc dans les centres de ressources, nous appelons les centres de formation professionnelle. On le capacite en pédagogie, on le forme en approche par les compétences et on lui donne des outils qui lui permettent donc de vraiment d'avoir de la qualité dans la formation, la prise en charge des jeunes. Et l'apprenti lui-même, l'innovation ici, c'est que l'apprenti, en fait, n'est pas déconnecté de son environnement naturel de travail. Il est en immersion dans l'économie réelle, on a parlé d'économie. Et de façon permanente. Il est dans l'économie réelle, lui. Il n'a pas de problème, je veux dire, d'être formé, ensuite d'aller chercher un emploi. N'est-ce pas? Il est dans une dynamique presque d'insertion. Oui, parfaitement. Il est dans l'environnement de l'atelier. C'est une entreprise. Donc, il est dans l'environnement de travail. Et il voit un processus évolutif d'abord de son environnement, mais en même temps aussi, lui, de ses capacités qui se sont renforcées. C'est ça. Donc, on agit sur le maître d'apprentissage pour que le maître, à son tour, puisse mieux former. Mieux former l'apprenti. Alors, au départ, à quelles difficultés vous êtes-vous heurté? Est-ce que vous avez rencontré justement des difficultés qui ont sans doute permis de réajuster de votre stratégie, ou bien est-ce qu'il y a des problèmes qui ont surgi contre toute attente? Oui, non, les difficultés ne manquent pas parce que comme je t'ai dit, vous savez, bon, dans nos pays, vous avez quand même des difficultés pour, disons, impulser les changements. Souvent, parce qu'il y a très difficile par les résistances. Il y a des résistances. Il y a des résistances au changement, qui sont extrêmement grandes. Parce que, disons, le fait d'avoir privilégié le modèle d'enseignement général, le fait d'avoir formé des formateurs professionnels, c'est extrêmement difficile de leur demander de sortir de ce cadre-là et d'aller vers, disons, un mode d'apprentissage auquel ils ne sont pas habitués, auquel d'ailleurs ils n'ont pas été formés, ils n'ont pas été formés pour ça. Alors donc c'est un peu difficile de leur faire comprendre que l'apprentissage traditionnel aujourd'hui est une partie intégrante du système global de la formation professionnelle. Le principe est posé, mais pour l'opérationnaliser, il y a toujours des résistances. Correct. Ce changement de paradigme-là.
La deuxième difficulté à laquelle on est confronté, la volonté de l'État est manifeste. Hein, depuis, comme je t'ai dit, les assises nationales, jusqu'à la loi d'orientation, y compris aussi à une volonté politique très forte à partir de 2012 aussi. Hein, ça, il faut le dire, ça ne veut pas dire que les autres régimes n'ont pas travaillé. Mais je pense qu'à partir de 2012, avec l'avènement du président quand même Macky Sall, il y a eu, à mon avis, un coup d'accélérateur. C'est ça, on a accentué un peu. Booster la formation professionnelle technique. Vous entendez, dans tous ces discours revient, disons, le mot formation au métier, apprentissage, que nous avons délaissé. C'est dommage. Vous prenez les pays aujourd'hui développés en Allemagne, en Suisse, l'Italie, tous ces pays ont valorisé l'apprentissage. Alors, au bout du compte, il y a combien de métiers que vous avez identifiés et recensés? Alors, d'après le code communautaire de l'UEMOA, a recensé 120 corps de métiers. 120 corps lesquels on peut former les jeunes. Mais aujourd'hui, vous voyez, on est à 12 métiers. Ah, mais on est loin du compte. On est très loin du compte. Pour vous dire qu'est-ce qui explique justement cette lenteur? C'est extrêmement difficile. Oui. Parce que la formation par apprentissage quand même, a des exigences en termes de qualité, en termes aussi de moyens. Et là aussi, je pense que la volonté politique est là. Bon, souvent, les moyens qui accompagnent ça, les moyens financiers, les moyens logistiques pour accompagner, disons, ce changement de paradigme, souvent ne sont pas au rendez-vous. Le milieu sur lequel vous intervenez est caractérisé justement par la spontanéité. Or, les universitaires que vous êtes sont dans des approches, dans des stratégies qui mettent du temps à se déployer. Est-ce que peut-être bon, là, il n'y a pas peut-être bon, deux univers clos qui se chevauchent et n'arrivent pas peut-être bon à s'imprégner? Oui, bien sûr, vous parlez à un universitaire, donc je connais un peu comment passer du système universitaire qui est extrêmement structuré, structuré, très normé, assez lourd, hein, très lourd du même. point de vue de son fonctionnement, voilà. Et aller vers un apprentissage bâti, comme tu l'as dit, sur la spontanéité, sur la flexibilité, sur la perméabilité. Sur la perméabilité, très voilà, bien, voilà le mot. Voilà, sur la perméabilité, donc c'est extrêmement difficile. Et je présume que les universitaires, vraiment, ils ont changé peut-être bon, leur propre perception d'une réalité qui n'était pas dans leur environnement. Mais c'est clair, c'est ça aussi la vocation d'un chercheur. Hein. Nous, on n'est pas que des enseignants, on est aussi des chercheurs. Parfaitement. Mais même si on nous dit qu'on ne trouve pas, les étudiants taquinent pour dire, bon, ils cherchent. Oui, c'est des chercheurs qui cherchent, mais qui trouvent. Bon, on est des chercheurs, on est donc toujours passionnés. C'est ça. Et voilà, par disons, des systèmes nouveaux qui constituent un peu des défis et des enjeux en termes donc, scientifiques. Je pense que c'est ça aussi le charme de l'apprentissage. Moi, je suis séduit par cette forme d'éducation. Alors, professeur, les 12 métiers que vous avez identifiés et recensés, correspondent-ils à des besoins, disons, ou à des expressions de besoins dans le monde de la transformation? Oui, bien sûr, tout à fait. C'est-à-dire que quand on développe l'ingénierie de formation aujourd'hui, même que ce soit dans le formel ou dans le non formel, aujourd'hui le ministère travaille, à mon avis, à intégrer davantage le secteur privé dans le pilotage du système de formation professionnelle technique. Parce que on a développé souvent des modèles, mais qui ne répondent pas souvent à la demande du marché, besoin du marché, besoin de l'économie. Or, on forme pour répondre aux besoins de l'économie. Ce déphasage-là, je pense que l'État maintenant est revenu sur ça, pour se dire maintenant que le secteur privé, c'est lui le secteur privé qui crée de l'emploi. À la limite, l'État ne crée pas de l'emploi, il crée les conditions. Il met en place un système incitatif, il met en place une législation, un cadre réglementaire, etc. Il met en place des instruments et des dispositifs pour accompagner les jeunes dans le financement de leur projet. Mais c'est l'économie qui recrute, c'est l'entreprise qui recrute. Toujours avec notre invité, professeur Ousmane Adama Dia, qui est le directeur de l'apprentissage au ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat. Professeur, nous en étions à caractériser justement ces emplois issus de l'apprentissage, mais en même temps aussi à voir si ces métiers, une fois identifiés et structurés, permettraient sans doute de booster ces secteurs de l'apprentissage qui étaient plus ou moins délaissés. Mais votre discours est assez intéressant parce que vraiment vous faites un plaidoyer pour un renversement de regard sur une réalité qui peut à la limite impulser justement une dynamique de l'économie sénégalaise. Bien sûr. De ce point de vue, sans doute, si l'État insiste sur ce secteur-là, c'est parce que c'est un jugement potentiel d'emploi, mais en même temps aussi de ressources. Ah oui, tout à fait. L'État en est très conscient. Hein. Et comme je te dis, le ratio aujourd'hui, si on fait une comparaison entre les effectifs qui évoluent dans le formel
Je vous dis, c'est un peu 85 000 apprenants. Oui, et contre 400 000 structures publiques et privées confondues. Confondus, n'est-ce pas? Là, vous avez 400 000 jeunes qui sont dans les ateliers artisanaux. Oui. Donc l'État ne peut pas, il peut s'occuper de tout le monde, il ne peut pas s'occuper de 85 000 et laisser 400 000 jeunes. Et la seule façon de leur donner un avenir, c'est ces jeunes-là. Parce qu'ils ont choisi d'aller dans les métiers, comme je t'ai dit. Oui, bien sûr. Et c'est ça qui est un peu dommage, parce qu'on s'est embarqué dans un modèle exclusif, que j'appelle d'ailleurs exclusif, bâti sur une pédagogie même de l'échec, parce que tu le sais. Aujourd'hui, si tu te demandes tes camarades avec lesquels tu as fait le primaire, jusqu'à l'université, voilà, c'est 2 ou 3 personnes peut-être qui sont arrivées à l'université, tous les autres ils sont partis où? Ils ont décroché rapidement. C'est le phénomène de décrochage, d'abandon. Et ils ont cherché à s'insérer. Voilà, et on n'avait pas créé des passerelles entre l'enseignement général et la formation. Qui permettrait de capter donc les régés de l'école ou c'est ça, la formation au métier. Et là aussi, l'État s'est donné comme objectif de renverser un peu cette tendance-là, qui fait que les gens ils partent dans l'enseignement général et ils vont à l'université. Aujourd'hui, le phénomène de massification des non-universités vient de là. Donc c'est un problème d'orientation. Et si à partir du cycle fondamental, c'est-à-dire du premier jusqu'au niveau 4e, 3e, on orientait les gens vers l'apprentissage au métier, on n'aurait pas cette massification, disons, cette entrée massive de jeunes à l'université. Et ça, c'est important. Tout à fait. C'est très important. Il fut un temps où peut-être l'ouvrier sénégalais était très réputé dans la sous-région, en tout cas durant la période coloniale. Quand on regarde peut-être un peu la géographie donc, de la formation professionnelle, les ouvriers sénégalais ont essaimé vers le Mali, vers le Niger, vers le Tchad. Et il y a même des quartiers entiers qui sont des quartiers justement des Sénégalais et qu'on retrouve effectivement dans la cordonnerie, dans la ferraille, qu'on retrouve justement dans les forges, qu'on retrouve effectivement dans pas mal d'activités, donc, disons, des travaux traditionnels, des métiers traditionnels. Mais cet acquis-là qu'on avait, jusqu'à peut-être nous valoir une réputation au-delà de nos frontières, nous pouvons retrouver cette réputation? Mais carrément, c'est ça en fait notre mission. C'est comment valoriser ces métiers traditionnels qui sont en train de disparaître d'ailleurs. Oui. D'accord? Vous regardez au Fouta, que vous connaissez très bien, on avait des métiers extraordinaires, la poterie, le tissage, la cordonnerie, la cordonnerie, etc. Tout à fait. Voilà, bijouterie. C'est des métiers traditionnels, mais qui sont presque en perte de vitesse. Aujourd'hui, nos artisans, nos bijoutiers, au lieu de travailler sur les matières premières tirées d'ici, ils vont à Dubaï, ils achètent l'or et ils vendent. Vous voyez, ça tue carrément le métier. En tuant le métier, ça tue également peut-être la créativité. Mais la créativité, tout ça, voilà, c'est parce que dans la formation professionnelle associée de génial et spécifique, c'est qu'on travaille avec la tête, mais aussi avec la main. Et les pratiques, on touche, on manipule, etc. On est dans la réalité, disons, de la compétence. Et je te dis, ce qui est important ici, c'est que le changement de paradigme de l'État s'est traduit aussi par le fait que l'économie et la formation aujourd'hui sont en adéquation, parce qu'on avait ce problème-là. Et partout dans nos centres de formation professionnelle technique, vous avez le secteur privé, vous avez ce qu'on appelle les centres sectoriels, vous avez les clusters, vous avez des programmes aussi majeurs, qu'on a, par exemple le projet F2E, vous avez entendu parler, le programme formation. Tout à fait. École entreprise, qui est un projet de l'État du Sénégal, d'ailleurs entièrement financé par l'État du Sénégal. Vous avez le projet FPEC, formation professionnelle par l'emploi et la compétitivité. Et tout ça, c'est pour rapprocher davantage la formation, la qualification de la réalité de l'économie. Autrement dit, de l'offre et de la demande. Voilà. Qu'il y ait vraiment une... C'est très bien. De sorte que d'aujourd'hui, nos programmes, on les construit, on les formule avec la présence, la participation active du secteur privé. Et vous avez même des centres aujourd'hui où on va vers une plus grande autonomisation des centres de formation professionnelle. Vous prenez le centre de formation professionnelle technique Sénégal-Japon, c'est presque un centre autonome. De plus en plus, avec une gestion qui est autonome, avec un conseil d'administration présidé par un membre du secteur privé. Très bien. C'est le cas aussi dans les centres sectoriels. Donc, mais quel rôle jouent maintenant les chambres de métiers? Est-ce que également ils sont dans cet enthousiasme-là pour peut-être, à la limite, donner leur contribution à l'éclosion des métiers traditionnels? Ah oui, la chambre de métier est un moyen extrêmement important dans la promotion de l'apprentissage traditionnel. Parce que parmi nos missions, il y a la modernisation de cet apprentissage-là. Et on a abouti aujourd'hui, j'ai oublié de le dire, à un modèle standardisé, institutionnalisé, que nous appelons l'apprentissage rénové. Modernisé, qui est devenu presque une politique publique de l'État du Sénégal en matière de formation professionnelle et technique, mais dans le non formel, avec des programmes majeurs. D'ailleurs, je ne sais pas si on pourrait en parler. On a aujourd'hui un programme extrêmement important qu'on appelle le programme employabilité jeune
par l'apprentissage non formel, PEJA, qui est financé par ces ressources de l'État, hein, mais avec l'accompagnement de la Banque mondiale de 30 milliards. Et avec un objectif d'enrôlement de jeunes de 32 000 jeunes sur tout le territoire national. N'est-ce pas? Et on cible les 14 capitales régionales du Sénégal, presque un maillage territorial. Et voilà, et avec 8 000 métiers, 8 000 maîtres d'apprentissage qu'on va enrôler. Et on va travailler sur 12 métiers. Okay. Donc c'est extrêmement... Ça veut dire que les partenaires aussi commencent maintenant à voir... Ça, c'est au plan de la rectification des métiers pour les ajuster, disons, à des fonctionnalités plus modernes. C'est ça. Tout en étant quand même des métiers traditionnels. C'est ça. Voilà. Maintenant, est-ce que ces produits finis, une fois qu'ils ont obtenu peut-être un parcours, c'est sanctionné par une certification ou bien c'est sanctionné par un diplôme? C'est ça l'innovation et ça le changement de paradigme. Parce que, disons, notre culture, la façon dont nous sommes configurés, que on ne peut pas avoir de diplôme qu'en étant à l'école. C'est ça. Qu'en allant vous changez totalement de paradigme. À l'université, c'est terminé. Je veux dire, aujourd'hui, les apprentis qui sont dans nos dispositifs de l'apprentissage rénové sont certifiés. Ah oui. CAP. Un CAP? Oui, il y en a qui ont le CAP sans avoir été à l'école. Hein. Oui. C'est un parcours d'équivalence. Oui, carrément. Donc on les certifie, ils ont le CAP et ils restent à l'atelier. C'est ça l'innovation aussi, c'est que le jeune, 80% de son temps de formation se déroule dans l'atelier, dans son environnement naturel. C'est ça. Et il n'a que peut-être 20%, disons, de complément de formation. C'est-à-dire tout ce qu'il ne peut pas apprendre dans l'atelier, parce qu'il y a aussi bien sûr, disons, des les équipements liées à la théorie du métier, la conception. Le jeune, il peut se réparer au moteur, mais quand tu lui dis comment ça fonctionne le moteur, peut-être il n'est pas capable de le faire. Il peut le réparer. Des limites objectives maintenant apparaissent. Voilà. Maintenant, ce gap-là, en termes de capacité de conceptualiser le métier, écoute, ce gap-là de formation, il est dispensé ailleurs. Comble en l'amenant en centre ressources dans les centres qui présentent un environnement beaucoup plus attractif, beaucoup plus adapté, avec des outils qui sont aux normes et des équipements avec des professionnels maintenant qui comblent ce gap-là. Alors, avez-vous le sentiment donc que le secteur, il y a de l'enthousiasme donc des enfants, des apprentis à former, ou bien même peut-être de ceux qui les encadraient? Avez-vous senti vraiment un engouement, une sorte d'enthousiasme autour de ce projet? Oui, bien sûr. Parce qu'avant, ce n'était pas évident. Oui. Vous avez parlé un peu des chambres de métiers. Effectivement, les chambres de métiers, c'est des organismes à caractère... disons public, c'est des organes publics, mais à caractère professionnel, qui doivent normalement accompagner et placer sous la tutelle du ministère. Hein. D'accord. Et doivent normalement accompagner dans une dynamique partenariale entre le ministère, les chambres de métiers et les organisations professionnelles artisanales. Donc promouvoir cet apprentissage-là. Normalement, dans les autres pays modernes, tout ça, l'apprentissage est porté par les chambres de métiers. Oui, parce que... Pour rapprocher davantage cette forme d'apprentissage. Et financièrement même, c'est des chambres qui sont très costauds. Voilà, maintenant, nos chambres de métiers aussi, à mon avis, il faut se le dire aussi, méritent d'être réformées pour qu'elles soient même de répondre à ces nouveaux enjeux et à ces nouveaux défis. Mais elles sont restées souvent en l'état. Et je pense qu'il y avait disons, un processus de réforme des chambres de métiers qui est en cours. Hein. Je pense qu'il faut réformer, aller vers les sûrement l'impulsion viendrait sans doute de ces jeunes issus des apprentissages. Aller vers les changements de paradigme. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Mais pour vous dire tout simplement, il y a un engouement, effectivement, parce que ce qui, en fait, constitue le blocage, c'est qu'il n'avait pas de perspective. Là, maintenant, le jeune, il est là, il est condamné à mener pour son business peut-être à côté, tant que le maître aussi ne le libère pas. Et dans le temps, parce qu'avant, cette forme de formation traditionnelle n'était pas calée dans le temps. Le jeune, il peut faire 20 ans dans l'atelier, et tant que le maître ne le bénit pas, comme on le dit traditionnellement, au rituel traditionnel, comme ce que les Wolofs appellent berdaram, il est là dans l'atelier. Il est encore avec les liens. Il n'y a pas une séquence temporelle consacrée à la formation. Et nous, on a dit maintenant, pour être vraiment conforme aux nouveaux standards, etc., nous rapprocher davantage des critères de qualité de la formation professionnelle, nous sommes dit, écoutez, maintenant pour la durée de séjour de l'apprenti dans l'atelier, normalement, ne doit pas dépasser 3 ans. Au bout de 3 ans, il doit être certifié. Alors, professeur, dans un certain nombre de pays développés, s'organisent tout ce qu'on appelle les métiers traditionnels. Les métiers qui travaillent donc les objets avec la main. Et ça retrouve une certaine embellie. Et donc, tout le monde se rue maintenant vers les métiers artisanaux qui ont donné sans doute de la visibilité, mais en même temps aussi qui ont revalorisé des traditions séculaires. Tout à fait. Avez-vous le sentiment que ça peut être le cas peut-être chez nous,
quand les gens ne vont plus peut-être se ruer sur des produits industriels, mais sur des produits faits main, finis main, ou bien peut-être travailler avec des artisans qui ont été certifiés par la valorisation justement de l'apprentissage? Mais bien sûr, on est dans cette dynamique-là, Oui. même s'il y a encore des lenteurs. Hein. Des lenteurs aussi. Bon, je pense que l'État a mis en place des dispositifs et tout, a mis en place des projets. Il y a le projet immobilier national d'ailleurs qui travaille un peu sur la commande publique. Oui. Vous savez maintenant que 15% Tout à fait. de la commande 15% publique, de aujourd'hui, la ça a commande dépassé. publique, D'ailleurs, oui. la commande publique est réservée aux artisans. Oui. Mais nos artisans aussi ont toujours... Ils sont géniaux, hein, ils ont vraiment le génie. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, Oui. nos artisans aujourd'hui n'ont rien à voir À à envier, envier oui. aux autres artisans. D'ailleurs, il y Parfaitement. avait effectivement, comme tu l'as dit, Oui. de nos artisans sénégalais qui allaient dans les autres pays africains, C'est ça. etc. Aujourd'hui, si vous prenez le métier de couture, les couturiers sénégalais sont Parfaitement. meilleurs dans la Oui. sous-région. Ouais, ils partout. sont jusqu'en Angola. Ouais, ils sont en Angola. Jusqu'en Angola. Ils ont prisé. Ouais, Donc, ils habillent le président, le ils habillent génie est là, Ouais. donc la volonté politique est là, mais ce qui manque un peu, c'est comment dynamiser, opérationnaliser toutes ces questions-là. Et comme vous l'avez dit, effectivement, ces métiers-là où on allie à la fois l'utilité C'est ça. technique, Oui. la performance technique, Oui. et aussi l'art. C'est pourquoi on appelle ça artisan. Parfaitement. Il y a une dimension artistique, Oui. de beauté, parce qu'on travaille avec la main. Absolument. Donc il y a cette valeur ajoutée là C'est ça. que les produits industriels ne peuvent pas apporter. Parfaitement. Mais que l'artisanat apporte parce qu'il y a effectivement une alliance entre l'utilité technique, technologique du métier et en même temps, disons, le côté beau. Alors, voilà. depuis que vous êtes dans cette gigantesque entreprise, est-ce qu'il y a des produits finis qui ont retrouvé le goût de travailler dans leurs propres ateliers, mais avec maintenant un regard neuf? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, là où, voilà, au moment où je suis là en train de réaliser l'émission, Oui. toute l'équipe de la direction de l'apprentissage avec les autres agents du ministère est sur le terrain pour faire ce que nous appelons les visites de conformité, comme dans le cadre de ce nouveau projet dont vous parlez, le PEJA. Oui. Donc on va sélectionner 8 000 ateliers, mais cette sélection obéit à des paramètres, à des critères. Bien sûr. Et très voilà, contraignants Oui. en termes de nombre d'apprentis, en termes d'environnement, etc. Mais tout ça, à mon avis, ils sont sur le terrain pour voir un peu, parce qu'ils ont fait des questionnaires avec des ateliers de cadrage, des assemblées générales et tout. Maintenant, ils ont rempli, on a une plateforme et un logiciel qui a sorti comme ça, de manière numérique, voilà, informatique, les potentiels éligibles du projet. C'est ça. Mais il faut aller maintenant sur le terrain pour voir est-ce que les déclarations consignées sur le questionnaire sont en conformité avec la réalité du terrain. Voilà. Vous voyez, ça c'est extrêmement important. Le sujet est très passionnant, très intéressant, et le professeur a fait des incursions justement sur ces métiers qui sont recensés sur l'ensemble de la sous-région au nombre de 120, mais nous n'en sommes qu'au début, avec l'exploration de 12 métiers déjà identifiés. Mais nous vous donnons rendez-vous prochainement, peut-être pour mieux explorer ces aspects-là. Comprenez simplement que les métiers traditionnels, on le vend en poupe, et bientôt, ils seront labellisés et le Sénégal sera une belle destination pour l'ensemble des gens qui s'intéressent effectivement à la production des artisans sénégalais. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre décortiquage avec un autre invité. Professeur, merci.